Si l'ouverture économique au monde s'élargissait, si plus de ponts étaient dressés entre nos cultures, et si on avait tort de douter, plus que par le passé, notre gouvernement, à travers la stratégie nationale de développement 2020-2030, affiche une volonté qui nous amène à voir plus loin pour célébrer autant que nous sommes la grandeur et l'unité de notre pays. Le Cameroun a besoin de sa jeunesse. Pleine d'idées, de rêves à concrétiser et prête à servir. Citoyens et institutions, retrouvons-nous à la 10e édition du Salon de l'Action Gouvernementale SAGO, du 25 au 31 juillet 2021, au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement. Salon de l'Action Gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Tu penses que tout ce que tu fais depuis, je ne te vois pas? Je fais quoi? Et même si je fais quoi? Qu'est-ce qui te regarde même dans ma vie? Zara, je te connais. Dès que tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux, tu cours vite dans le bar ou la maison la plus proche pour aller ventiler de la fausse information. Et tu dois laisse-moi ça. Ça te fait mal au? Ah, voilà donc pourquoi les players du Mbolé ont failli te tuer la dernière fois pour avoir financé un concours qui n'a même pas été lancé. Ce n'est pas ton pays. Voilà. Donc Zach, au lieu de demeurer donc ignorante ou avoir toujours honte après avoir ventilé de la fausse information partout, allons au SAGO. Salon de l'action gouvernementale. Et là, tu auras en face de toi des ministres et autres administrations à qui tu pourras poser tes questions directement. C'est au Palais des Sports de Yaoundé, du 25 au 31 juillet 2021. Les questions sur les infrastructures. Oui. La gouvernance, l'économie, les transports, la justice. Ouais, ça, même les questions sur coronavirus, le vaccin. Toutes les questions auront des réponses parce que tu auras en face de toi les acteurs concernés. J'aurai les ministres de ce pays en face de moi. Mais pourquoi ne pas? J'espère qu'ils vont répondre à mes questions. Zach, ils seront là pour ça. Et tu sais que la vérité est bonne lorsqu'elle sort de la bouche du prophète lui-même. Alors tu vas continuer ton porte-à-porte là pour inviter tous tes voisins à venir à ce salon qui réunit tout le Cameroun autour de son gouvernement. Ok. Salon de l'Action Gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Bon, maintenant, pose-moi toutes tes questions. S'il te plaît, je venais de poser avec les ministres de ma République. Tu as posé toutes tes questions? Et j'ai eu les réponses. Exact. Ça sera donc comme ça jusqu'au 31 juillet 2021, ici au Palais des Sports. Maintenant, donc, on a fini, on peut donc rentrer. Qui? Zéro. Hein? J'ai fait d'abord le tour de tous les stands. On ne sait jamais. Salon de l'Action Gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Nous sommes de retour au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. On dit infiniment merci à nos amis de la télévision publique camerounaise, la CRTV, qui assure la production de notre émission, notre conférence ici au Palais polyvalent des sports. Je rappelle la thématique de ce jour, les mauvaises pratiques dans les marchés publics endiguées grâce à la mise en place du système Cameroun Online e-Procurement, COLEPS. On en parle donc avec deux hauts responsables du ministère des Marchés Publics. Je rappelle déjà que le ministère des Marchés Publics a été créé en 2011. Le premier Camerounais à occuper, à diriger ce ministère, c'est M. Abbas Sadou, qui a été remplacé le 4 janvier 2019 par le ministre Ibrahim Talba Mala, qui est toujours en poste. Deux intervenants sont avec nous ici. À ma gauche, c'est Madame Oloua Yvette. Elle est directeur des marchés, des services et des prestations intellectuelles au ministère des Marchés Publics. Elle occupe cette fonction depuis mars 2020. Avant, elle était chargée d'études dans ce même ministère. Et je pense qu'elle y est depuis pratiquement le début. Elle est professeure des lycées d'enseignement technique et commercial, gestionnaire des politiques économiques, diplômée de l'Université de Yaoundé 2. C'est à Soua. Madame, bonjour. Bonjour.
Vous allez bien? Merci, ça Le va. ministère se porte bien? Très bien. Vous êtes merci. heureux d'être au Sago, heureuse d'être au Sago? Enchantée. Merci d'être avec nous, madame. Notre deuxième intervenant, lui, il est diplômé de l'université des Picardie, c'est Amiens en France. Il est, on pourrait dire, le géniteur du programme COLEPS. Il nous en parlera de fond en comble. Informaticien, ingénieur informaticien à la division des systèmes d'information au ministère des marchés publics. Monsieur Bahia Samuel, c'est le monsieur qui est à ma droite. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Voilà, il a un look de Teddy Riner. Merci d'être avec nous. Nous saluons la présence avec nous de l'honorable Cabral Libi qui est venu certainement voir de près les problèmes des marchés publics au Cameroun. Je rappelle également à ceux qui nous suivent sur Sago Online qui peuvent également poser leurs questions en direct. Elles nous seront rapportées si vous aurez des réponses. On fait également un clin d'œil à nos télévisions partenaires, notamment CRTV News et B-News qui rediffuseront en différé cette conférence. Avant de passer la parole à Monsieur Bahia, je me permets de vous faire une brève présentation du système COLEPS. La dématérialisation des procédures est un axe stratégique de modernisation pour l'amélioration des performances de l'administration grâce à l'usage des TIC. COLEPS Cameroun Online e-Procurement System, fruit de la coopération entre la République de Corée et la République du Cameroun à travers l'Agence internationale de coopération de la Corée, COICA, est une plateforme de dématérialisation des procédures de passation des marchés. COLEPS est donc la concrétisation de la volonté politique de moderniser le secteur des marchés publics pour un meilleur rendement dans l'exécution du budget de l'État. Voilà, on parle encore du budget de l'État. Les acteurs, autorités contractantes, maîtres d'ouvrage, soumissionnaires, commissions, tout autre acteur dispose donc d'un outil moderne en ligne pour assurer le développement durable et l'émergence de la nation. Le décret numéro 2018-366 du 20 juin portant Code des marchés publics a consacré en son article 2 les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, d'efficience et d'intégrité, et la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics constitue à ce titre l'un des instruments de déclinaison de cette nouvelle vision. Je parais savant en disant tout ceci, mais il y a un expert qui est à côté, à qui on va donc d'abord passer la parole pour qu'il nous explique ce que c'est COLEPS, pourquoi ce nouveau système, qu'est-ce qu'il a apporté au système des marchés publics camerounais. Monsieur, vous avez la parole. Merci Ernest pour la parole donnée. Je voudrais tout de suite dire que COLEPS, comme vous le dites, Cameroun Online e-Procurement System, c'est un produit de la coopération avec la République de Corée, entre la République de Corée et le Cameroun, et qui a été, cette coopération qui a été manifestée par cet acte, cette signature d'un mémorandum d'entente entre les deux États en 2014. Et cela a donc généré le projet e-Procurement, parce qu'il faut dire que c'est dans le cadre du projet e-Procurement que le bébé COLEPS est né. Donc, c'est un système informatique, n'est-ce pas, généré de deux côtés, entre les deux parties, Cameroun et Corée. Alors, il faut déjà dire que c'est un système qui a pratiquement au niveau du Cameroun son acte de naissance d'utilisation avec deux décrets, les décrets du 5 janvier 2018, n'est-ce pas, qui crée la plateforme de dématérialisation COLEPS, et puis un autre décret toujours la même année pour fixer un peu le cadre de l'utilisation des marchés publics avec les transactions électroniques. Donc, COLEPS aujourd'hui trouve donc cet ancrage dans cet endroit. Et puis maintenant, c'est un système informatique qui vise, n'est-ce pas, à dématérialiser les procédures dans les marchés publics. C'est un système qui a plusieurs fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on essaie de dérouler l'ensemble des articulations majeures dans le système des marchés, c'est-à-dire qu'on va de la programmation jusqu'au recours, en passant par l'attribution des marchés. Donc, je vais essayer de présenter un peu, si vous le permettez, quelques-unes des fonctionnalités. Allez-y, on est là pour ça. D'accord, merci. Alors, COLEPS a pour principale fonctionnalité la programmation des marchés. Ça veut dire que, si on se rappelle un peu, dans les temps très
récent, la programmation des marchés n'était pas une activité très aisée. Les gens utilisaient un peu des outils, ça et là, des tableurs Excel, avec la possibilité d'avoir des erreurs sur les dates, la possibilité de ne pas toujours éviter les dates fériées, les jours fériés, etc. Donc, Coleps, aujourd'hui, c'est un système qui permet, n'est-ce pas, à tous les maîtres d'ouvrage aujourd'hui de faire leur programmation de manière aisée. Il suffit juste d'entrer une des dates, soit la date de saisine peut-être de l'autorité contractante ou de la commission, et puis les autres dates sont générées automatiquement en esquivant, n'est-ce pas, de manière intelligente, les jours fériés, les week-ends, etc. Et puis l'autre bénéfice aussi, c'est que même après la publication d'un projet, d'un projet programmé, il y a toujours la possibilité pour le maître d'ouvrage de reviser en liaison avec l'une des directions du ministère des marchés publics qui s'occupe de la programmation, la direction de la programmation des marchés. Il y a cette possibilité. Et puis, ça c'est déjà très important parce qu'il faut savoir que, comme nous sommes en train de parler des mauvaises pratiques, je pense que le directeur va revenir là-dessus, il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui ne programmaient pas souvent les marchés et cela créait un peu un problème de transparence, un problème même d'efficacité parce que tout le monde n'avait pas l'information. Coleps impose que tous les marchés, n'est-ce pas, soient programmés. Pourquoi? Parce que l'autre fonctionnalité, c'est la publication des avis d'appel d'offres. Coleps donne la possibilité aujourd'hui à tous les maîtres d'ouvrage délégués, de publier les avis. C'est-à-dire que quand vous utilisez Coleps, publiez votre avis, mais cette publication est directement liée au projet qui a été programmé et qui est lié à cet avis. Donc ça impose forcément que l'avis ne peut pas être signé si le marché n'a pas été programmé. Donc il y a cette gestion avec une sécurisation accrue. Coleps donne aussi la possibilité ici de travailler avec les commissions, notamment avec le déploiement. Le déploiement peut se faire en ligne, très bien, dans des conditions très sécurisées, parce que nous avons de la technologie autour pour sécuriser les offres, ce qui est aussi une avancée majeure, parce que parfois il y avait toujours je vais appeler ça des petites retouches, peut-être des avis, des offres, des soumissionnaires, etc. Coleps ne permet pas effectivement de pouvoir retoucher ces offres avant la date prévue pour le déploiement et personne ne peut avoir accès aux offres déposées par exemple par des soumissionnaires. Et ça m'amène aussi à dire que Coleps donne la possibilité aux soumissionnaires de venir soumissionner en ligne de manière tout à fait transparente, avec tout ce qu'il faut comme sécurité autour. Donc les soumissionnaires doivent être vraiment motivés à venir et ils ont l'information parce que quand on parle de la programmation, ils ont la possibilité. Depuis 3 à 4 ans, nous avons pratiquement 6 000 à 7 000 marchés qui sont programmés. Ça veut dire qu'à partir du bureau, un soumissionnaire peut connaître, avoir l'information sur n'importe quel marché pour préparer son offre. Autre chose, Coleps donne la possibilité à tout le monde d'avoir accès aux informations du DAO, même s'ils n'ont pas encore payer le DAO, parce que la quittance d'achat du DAO est exigée dans les pièces administratives. Le dossier d'appel d'offres. Donc il y a une quittance, c'est-à-dire qu'il faut acheter ça au trésor, cette quittance, pour pouvoir remplir ces pièces administratives lors de la commission. Donc le soumissionnaire a cette possibilité directement en ligne de regarder le DAO, de se forger une idée s'il va aller prester ou pas. À cette étape, il n'a même pas encore besoin de payer. Donc ça, c'est de la transparence. Il y a cela. Maintenant, l'autre côté qui est fort, c'est vrai, c'est beaucoup plus la garantie de l'authenticité des pièces administratives en général, parce que nous savons qu'il y a des pièces, l'attestation ARMP, toutes ces pièces qui tentent DAO caution au niveau des banques. Donc Coleps a créé des interfaces qui permettent, n'est-ce pas, à ces acteurs externes, le CNPS, ARMP, Trésor, d'envoyer pour le compte du soumissionnaire une pièce administrative dans le cadre de son avis d'appel d'offres. Donc ça fait que le soumissionnaire à aucun moment ne manipule cette pièce. Et quand on sait que c'est la source, c'est-à-dire quand on sait que c'est l'organe émetteur qui envoie la pièce dans Coleps pour le soumissionnaire, on peut quand même penser que la pièce est authentique. Parce que c'est un peu, peut-être quand on demande aux gens de vérifier leur diplôme, on va aller à la source, à l'université, pour voir si effectivement c'est l'université qui doit dire si votre diplôme est vrai ou pas. C'est la même chose. C'est-à-dire que Coleps donne la possibilité, par exemple, au service du Trésor, d'envoyer la quittance de paiement dans Coleps. Le soumissionnaire n'a pas besoin de toucher. Donc ça va dans ces dossiers administratifs. Il y a ça. Et puis,
Il y a l'évaluation qui est prise en compte dans COLEPS. On fait l'évaluation dans le système et puis à la fin, on peut publier les résultats, c'est-à-dire que l'attribution est visible par tout le monde. Et ceci m'amène aussi à dire qu'on a pris en compte l'aspect des recours. Vous savez qu'avec le nouveau code d'aujourd'hui, c'est l'ARMP qui gère un peu cet aspect des recours. COLEPS donne la possibilité à un soumissionnaire qui a participé à un avis d'appel d'offres, s'il se sent lésé, il dépose son recours sur le système et la suite de la procédure va être prise en compte. Et puis il y a les statistiques. Quand on parle de mauvaises pratiques, les statistiques dans COLEPS viennent des bases de données, c'est-à-dire qu'on ne peut pas manipuler les statistiques comme ça c'est très important. Et puis maintenant, le volet le plus important aussi que je voulais amener ici, c'est la gestion de la sécurité sur COLEPS. Et à ce niveau, nous avons l'organe gouvernemental qui s'occupe un peu de la PKI au Cameroun, c'est l'ANTIC. Nous travaillons avec l'ANTIC pour sécuriser le système, déjà avec les certificats électroniques qui sont distribués par l'ANTIC. Je crois que c'est 50 000 francs pour les personnes morales, ça c'est au niveau de l'ANTIC. Donc vous achetez votre certificat électronique, vous venez, on vous enregistre comme utilisateur et ceci garantit quoi? Ça garantit la sécurisation de la transaction parce qu'on parle quand même des données sensibles, on parle des données des marchés, ça garantit cette sécurité et c'est vraiment un pan sur lequel nous voulons insister parce qu'il faut inciter vraiment les gens à utiliser ce système, à se reposer sur cette sécurité. On ne peut pas décrypter facilement les données d'un soumissionnaire, d'un maître d'ouvrage. On peut pas, c'est pas facile parce que il y a des clés de cryptage qui sont utilisées par l'ANTIC. On va pas donner ici le nombre de bits utilisés, mais c'est pour dire par exemple aux soumissionnaires que COLEPS a garanti vraiment la sécurisation de leurs offres. Et je peux encore vous dire, Ernest, que au niveau même du déploiement, et quand on va parler des mauvaises pratiques, c'est que parfois les gens pouvaient ouvrir les offres des soumissionnaires, essayer de créer la confusion dans les offres des uns et des autres pour essayer puisqu'on sait que parfois c'est au moins 10 ans qui gagnent pour essayer de créer un seul. Mais ce n'est pas possible sur COLEPS. C'est-à-dire que même les documents, je vais un peu parler en technique, parce que je sais qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'informations à la salle, mais les boutons par exemple qui permettent de faire le déploiement, ça ne s'active qu'au moment et à l'heure précise. Et il y a des garanties pour que même en commission, lorsque vous voyez la forme des offres, vous constatez qu'il suffit juste que même le secrétaire de la commission passe un pointeur de souris pour que les enveloppes numériques dans lesquelles sont les offres s'ouvrent. Et lorsque ça s'ouvre, maintenant, lui doit expliquer pourquoi il a fait ça. Et autre chose en matière de sécurité, c'est au niveau déjà de ce que garantit l'État. Parce que dans le Code des marchés, je crois que c'est l'article 122, à ce niveau-là, on a un peu précisé les conditions dans lesquelles on doit utiliser un système comme COLEPS. Donc, c'est un système qui s'appuie aussi sur cet article 122 parce que COLEPS garantit par exemple l'authenticité des informations, etc., etc. Donc, c'est un système important. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne en utilisant COLEPS? Je vais dire déjà qu'il y a déjà le respect des délais. COLEPS est bâti sur les délais. Il y a le respect des délais, il y a la réduction, parce qu'on est en train de parler de dématérialisation, ça veut dire qu'il y a la réduction de l'utilisation d'un certain nombre d'éléments physiques comme le papier, etc. Avec COLEPS aujourd'hui, le soumissionnaire dépose l'offre en ligne une seule fois, mais sans COLEPS, le soumissionnaire a plusieurs enveloppes reparties plusieurs fois suivant des copies. Vous voyez que ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie. Pourtant, sur COLEPS, il dépose une seule offre et c'est cette offre-là qui va être évaluée après. Donc, il y a ce gain. Et quand on dit diminution de l'utilisation du papier, ça veut dire qu'on a quand même un impact sur la nature, je vais dire, sur l'environnement, merci honorable, sur l'environnement qui est quand même acceptable, c'est pas négatif. Donc il y a ces aspects-là. Bien sûr, il faut quand même le dire, pour utiliser COLEPS, il y a quelques contraintes, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une connexion Internet. C'est vrai, il faut avoir une connexion Internet, il faut avoir un minimum d'équipement, c'est pas très gros, c'est-à-dire que quand on voit les équipements informatiques aujourd'hui, on a des ordinateurs dernier cri qui peuvent atteindre, en termes de processeurs, une fréquence de 5 corps, i5, i7, etc. Mais avec COLEPS, rien qu'avec
un processeur de 2 cœurs, vous pouvez utiliser une RAM, une mémoire centrale, je vais parler pour que tout le monde puisse comprendre, une mémoire centrale de 2 gigas, vous pouvez utiliser un système Windows 7, vous utilisez Collapse, mais il faut avoir Internet, et Collapse va vous proposer de télécharger ce que nous appelons un toolkit qui permet de gérer les certificats qui viennent de l'antique pour sécuriser les transactions. Donc voilà un peu rapidement brosser comme ça ce qu'est Collapse, et c'est véritablement un outil qui va aider, qui peut aider, il suffit juste que les gens décident véritablement de l'utiliser, qui va beaucoup aider dans le secteur des marchés publics. Merci. Si vous permettez, je voudrais que vous reveniez sur Toolkit, vous avez dit c'est... Oui, c'est un petit logiciel. C'est un logiciel alors. C'est un logiciel. Qu'on télécharge, qu'on met dans sa machine pour avoir accès à Collapse. Merci. C'est vrai qu'on est en pleine conférence et que ça sera diffusé à la télé, mais je pense que logiquement, après une telle intervention, puisque le salon, la conférence est gratuite, on peut applaudir, non, pour l'intervenant qui a présenté Collapse. Ma mémoire n'est pas, j'ai une intelligence qui n'est pas pétillante, mais j'ai retenu qu'il y a, grâce à Collapse, la dématérialisation, la sécurité, l'authenticité ou l'authentification des données, et des informations, le respect des délais, mais en plus l'équité. Voilà, je crois que c'est ce qu'on gagne avec Collapse. Il y a des questions, hein, on va revenir à vous tout à l'heure, monsieur le directeur. On va également maintenant passer la parole à Madame Oloa, qu'elle nous parle un peu de ces mauvaises pratiques qu'on rencontre régulièrement dans le domaine des marchés publics et qui sont en difficulté. On parlait ainsi, grâce notamment au système Collapse qui a été mis en place. On vous écoute, madame. Merci de la parole donnée. Vous l'avez si bien dit. Le système des marchés publics est essentiellement poreux en ce qui concerne les problèmes de gouvernance. Ça, ce n'est pas propre au Cameroun, bien entendu. La route de l'argent, comme on dit au quartier, est parsemée de beaucoup d'embûches et de beaucoup de tentations. Donc, notre système de passation des marchés est essentiellement favorable à beaucoup de mauvaises pratiques. On en a identifié suffisamment et on se les a appropriées. Et l'occasion de dématérialisation a permis de voir comment remédier, endiguer, autant que faire se peut, cet ensemble de mauvaises pratiques. Alors, je crois qu'ils sont de 2 ordres. Elles sont de 2 ordres. Il y a un ordre purement informationnel. Ça veut dire les mauvaises pratiques que nous avons identifiées, qu'on a cristallisées, qu'on a identifiées en l'exploitation des rapports, à l'exploitation des différents recours des soumissionnaires et autres intervenants dans la passation, c'est la rétention de l'information tout au long du processus. Quand on sait que c'est à partir de l'information qu'un agent économique peut véritablement planifier ses activités, quand on dit agent économique, on parle des soumissionnaires, qui sont des partenaires de l'administration et qui permettent que l'État puisse prester dans un certain nombre de domaines à travers la commande publique. Alors, on a constaté une rétention d'informations depuis la programmation, qui n'était pas déjà systématique, comme on l'a dit. Quand on sait que la programmation est un outil de planification. Je suis une entreprise X, j'exerce dans le domaine des marchés publics. Alors, en début d'année, il faut bien que je planifie mes actions pour pouvoir atteindre un objectif précis en termes de chiffre d'affaires. Alors, je n'ai pas l'information sur la charge de travail ou alors sur les potentiels marchés auxquels je peux intenter une diligence dans le sens de la soumission. Alors, avec Collapse aujourd'hui, on a la programmation qui est disponible, l'information sur la programmation. Alors, je suis un prestataire X, je vais sur la plateforme, je cible le ministère de l'économie, Minepat, parce que c'est là peut-être que j'excelle en termes de qualité de la prestation. Alors, je tape le type de prestation que je veux, service, prestation intellectuelle, acquisition. J'ai devant moi tout ce qui est prévu dans l'année concernant cette prestation pour laquelle je me suis spécialisée, moi, l'agent économique. Alors, je peux identifier ceux pour lesquels je devrais me préparer pour prester. Alors, cet outil Collapse permet aujourd'hui que le prestataire, comme il a l'information sur la programmation de tous les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués et projets et programmes, il peut véritablement bâtir un plan de travail sur l'année et véritablement contribuer au développement économique du pays dans les différents secteurs.
Ça, c'est le premier point. Donc, il y avait l'information qui n'était pas à disposition sur la programmation, sur les charges de travail. Et c'est de bouche à oreille qu'on avait l'information que moi, maître d'ouvrage X, j'ai des ordinateurs à commander, j'ai des bâtiments à construire. On appelle le petit ami. Maintenant, l'information est à disposition. Relativement maintenant, je veux parcourir l'étape pour voir chaque fois la mauvaise pratique identifiée à l'étape de la passation et comment COLEPS vient essayer, parce qu'on n'est jamais à 100% satisfait de toutes les solutions de rémédiation. Alors, au niveau de lancement de la consultation, on a constaté que plusieurs maîtres d'ouvrage ne publiaient pas les avis des consultations, alors qu'il y a une plateforme qui est dédiée, à savoir le journal des produits de la RMP. C'est par affiche, c'est par téléphone, ou alors on publiait la veille du jour de l'ouverture des plis. En amont, on avait déjà saisi les amis et connaissances pour leur donner l'information sur tel ou tel dossier d'appel d'offres. Donc aujourd'hui, avec la plateforme, dès le jour de la signature de la publication, pour les 20 jours, 30 jours, selon le type de procédure, tout le monde a l'information à temps. Donc ça crée une saine concurrence à l'arrivée. Ça, c'est une mauvaise pratique que COLEPS est venu, autant que faire se peut, endiguer. Il y a des résistances au changement quand on sait que c'est l'homme qui met l'information dans COLEPS, mais autant que faire se peut, on est en train de changer les manières de faire. Maintenant, au niveau de l'ouverture des plis. À l'ouverture des plis, comme il a dit, avec COLEPS, vous n'avez pas besoin, voilà la remise, même allons un peu plus loin, la remise des offres. Alors, le maître d'ouvrage, il ferme sa porte à 13h moins 5 ou à midi, alors que le dépôt des offres est prévu à 13h. Il a disparu de son bureau parce qu'il a déjà pris les offres de ceux pour lesquels il pressent, du moins ceux qui sont pour lui, ceux qui doivent soumissionner, si vous me permettez cette répétition. Alors vous venez, vous êtes l'adjudicateur ou bien le prestataire lambda, vous trouvez que le bureau est fermé. Et on est à 13h moins 5, 13h moins 10 et 13h, vous n'avez aucun moyen pour vous plaindre de ce que le bureau était fermé à l'heure X. Vous devez déposer. Avec COLEPS aujourd'hui, quand vous, de votre bureau déjà, vous envoyez votre offre, le système ne se bloque qu'à l'heure limite de dépôt des offres qui est consignée dans le système. Même temps, il y a un eurodatage. Ce n'est pas l'heure manipulée par l'opérateur, c'est leur système qui s'applique à tout le monde. Donc là, c'est déjà ça. Maintenant, au dépouillement, le secrétaire ne peut pas dépouiller avant, parce qu'avant l'heure H de dépouillement, le secrétaire n'a même pas accès. Le maître d'ouvrage ne connaît même pas ceux qui ont soumissionné pour dire qu'il va prendre l'offre de X ou le Y. Il ne connaît même pas le secrétaire. Donc, c'est à l'heure X que le secrétaire peut entrer sur la plateforme. Et si d'aventure il le fait en catimini, en supposant qu'il y a une tornade et qu'ils ne sont pas tous dans la salle comme on est là maintenant, à l'heure d'ouverture, à l'heure de dépouillement, si d'aventure il ouvrait, comme il a dit, il y a une enveloppe. Il y a un signe qui montre que quelqu'un a dévoyé les offres. Une autre étape, c'est celle des offres lors de l'évaluation. Nous savons que le dispositif actuel que nous avons nous-mêmes mis en place, on assume, en attendant de trouver la meilleure formule, on voit comment les offres sont manipulées. Ça, on le dit, on est du ministère des Marchés publics, ça se fait. Ce n'est pas des fables. On manipule les offres, on change l'offre originale que garde par devers lui le président sans jeter l'opprobre sur nos chers présidents. On change les offres dans les sous-commissions, on change les offres au niveau de l'ARMP, l'offre témoin. On est des Camerounais, on sait, ça se passe. Peut-être que la proportion n'est pas importante pour ne pas discréditer tous les acteurs, mais c'est des faits. Et c'est une mauvaise pratique qui suscite beaucoup de frustration auprès de ceux de nos soumissionnaires qui sont d'une intégrité morale sans appel. Alors, avec COLEPS, vous ne pouvez pas manipuler les offres. Si d'aventure en sous-commission on manipule les offres, si d'aventure à l'ARMP on manipule l'offre témoin, le système garde l'original. Et c'est avec l'original que le maître d'ouvrage, lors de ses diligences pour finaliser l'attribution et proposer une décision d'attribution, ce n'est qu'à partir des offres originales que ces services feront les vérifications qui sont souhaitées avant de sanctionner, de proposer à la sanction décision d'attribution. Donc il n'y a pas moyen de manipuler des offres, aussi bien des offres administratives en soustrayant une pièce de dossier administratif pour dire que celui-là il est éliminé, aussi bien le dossier, l'offre financière ou l'offre technique en enlevant une référence,
ou en dévoyant une référence, aussi bien l'eau financière. Donc il n'y a pas moyen, même si on le fait, parce qu'il y a un pan de COLEPS à la phase actuelle qui n'est pas encore automatique, même si ça se fait, quand le maître d'ouvrage doit faire des vérifications d'usage, parce que c'est à lui que revient la responsabilité de l'attribution, il a avec lui les offres originales, donc il n'y a pas moyen de pouvoir en faire autrement. Enfin, pour la publication des résultats, comme on sait que de par les dispositions du code, aussi bien lors de l'ouverture des plis, où il y a un délai qui est consacré aux soumissionnaires pour introduire un recours, que lors de la publication des résultats, puisque la publication est disponible dans COLEPS, les maîtres d'ouvrage ne peuvent pas garder par devers eux l'information sur la publication afin d'aller au-delà des 5 jours qui sont réglementairement autorisés pour pouvoir introduire un recours. Donc, ce n'est pas possible, puisque dès que l'attribution est faite, dès que le président envoie la demande, envoie la proposition au maître d'ouvrage, aussitôt qu'il l'a validée sans réserve, l'information est disponible en temps réel et les délais pour lesquels le recours est éventuellement introduit sont désormais respectés. Maintenant, enfin, on parle des statistiques, comme il a dit. On ne peut pas, parce qu'on veut faire bonne figure, dire qu'on a 100% de marché, 25%. C'est le système lui-même qui consolide les statistiques et qui les donne à qui de droit, selon son profil, le maître d'ouvrage délégué, prestataire, et c'est des données qui sont fiables. Je ne saurais terminer mon intervention sans ressortir le volet. Ce n'est pas une mauvaise pratique en tant que telle, mais le fait qu'on ait ce système dématérialisé, forcément, a une influence sur la gouvernance. Parce qu'il n'y a plus de contact humain. Je suis dans ma chambre, je suis dans mon bureau, je balance mes offres, je soumissionne, je lis le DAO, j'attends la publication. Il n'y a plus moyen de venir dans le bureau de Madame Aulois, lui dire « Pardon, maman, est-ce que je peux ?» Le contact humain est quasiment inexistant. Et du coup, on sait que le contact humain suscite beaucoup de mauvaises pratiques, des propositions indécentes. Alors, avec le système COLEPS, on n'est pas sorti de l'auberge complètement, mais c'est une bonne avancée qualitative dans le système des marchés publics. Je vous remercie. Merci. Je note que vous avez cette fois-ci applaudi sans même qu'on ne vous le demande. Est-ce qu'on peut applaudir une fois de plus Madame Aulois pour ce brillant exposé, bien évidemment sans bord. Il me semble qu'on va à présent passer à l'étape des questions-réponses. Je vais me permettre moi-même de poser une ou deux questions avant de passer la parole au public. J'ai une question que j'aurais dû poser au ministre. Mais quand vous êtes là, je suppose que le ministre vous fait confiance et que, après avoir écouté vos brillants exposés, je présume que vous êtes en mesure de répondre à une ou deux questions que j'ai avant de passer la parole publique. Ma première question, je me trompe peut-être, parce que je ne suis pas expert du domaine, et il me semble bien qu'en 2011, lorsqu'on crée le ministère des marchés publics, c'est parce que justement les pratiques que vous venez de nous présenter ici existaient. Et l'État a donné le pouvoir au ministère des marchés publics de gérer toute la procédure des marchés publics. Je me trompe peut-être, vous allez me rectifier si. Mais aujourd'hui, on a l'impression, c'est une impression, que le ministère des marchés publics est devenu une coquille vide, qui s'occupe simplement de gérer l'attribution des marchés. Je me trompe peut-être. La conséquence est là, c'est que régulièrement, on a donc des marchés soit qui sont mal réalisés, soit des marchés qui sont fictifs. Et pourtant, c'était l'une des raisons pour lesquelles le ministère a été créé au départ. Je veux savoir fondamentalement pourquoi un pan de la gestion des marchés publics a été retiré au ministère des marchés publics. J'entends dans le public quelqu'un qui demande est-ce qu'il n'y a pas d'échevauchement avec l'Agence des régulations des marchés publics. Vous aurez le temps de poser autre question. La première question est adressée à Madame Aulois. Et ce n'est pas une question, juste un renseignement. J'ai eu le privilège d'être invité à Moura et puis à Maroua. Et je me suis rendu compte que la capitale de l'extrême nord est dans un état, si je dis putréfaction, c'est un euphémisme. Pour partir de l'aéroport de Maroua-Salak à la ville de Maroua, c'est un calvaire. Et je me suis demandé qui décide
du marché à réaliser. Pourquoi depuis, j'étais à Maroua en 2008, je n'ai pas l'impression que la route, entre-temps, qui va de l'aéroport vers la ville a été, qu'un engin est passé par là, qui décide de l'attribution de ces marchés-là. Voilà, vous allez nous répondre. Et puis, monsieur, c'était très brillant votre exposé, et on a bien vu ce qui a changé, mais il reste la question de Internet. Parce que le Cameroun, c'est pas Yaoundé, c'est pas Douala. Le gars qui est à Tchang, qui est à Issé, qui est à Djeng, comment il fait pour avoir accès à Colep s'il ne connaît même pas déjà Internet? Est-ce qu'il y a une procédure parallèle? C'est-à-dire qu'à défaut d'être dans le digital, est-ce que quelqu'un peut venir avec son support physique et passer le marché? On va donner la possibilité à la dame de répondre d'abord. Cela vous convient? Madame, vous avez la parole. Ok, merci de ces deux questions. Déjà, l'opportunité de vider, entre guillemets, le ministère des marchés publics de sa substance, je crois que cette question, ce n'est pas moi qui devrais répondre, mais toutes les actions gouvernementales sont bien... C'est vrai alors? Non, je dis entre guillemets, bien entendu. Voilà. Non, il n'en est rien. Vous allez dire désormais que le CONSUP, qui est dédié au contrôle, n'a pas de travail. Il était juste question de responsabiliser davantage, complètement, je veux dire les maîtres d'ouvrage, dans la passation des marchés, à l'aune du décret 366 de juin 2018, et de laisser le ministère ne se consacrer qu'au contrôle de l'exécution de ces marchés. Parce que d'aucuns, à ce moment, avaient trouvé qu'on était jugé parti. Parce qu'avant 2018, on ne passait pas tous les marchés. Il y avait des marchés d'un certain seuil qu'on passait, pour lesquels le ministère était autorité contactante à travers nos commissions centrales de contrôle. Mais il y avait le reste qui était passé par les maîtres d'ouvrage. Alors, la question a été suffisamment posée de savoir quand ces marchés qui sont passés par vos services ont des soucis en termes de passation, en termes de qualité de l'attribution, vers qui se tourne-t-on, puisque vous êtes en même temps autorité. Donc, il était question de responsabiliser complètement les maîtres d'ouvrage dans la passation. Là, ça va chuter sur votre deuxième préoccupation. Et le ministère ne se consacre qu'au contrôle. Et c'est ce que nous faisons tant bien que mal. Nos actions sont dédiées désormais au contrôle de ce que font les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués qui ont l'entière responsabilité de la passation de leur marché. Donc, on n'a pas vidé de la substance, on a davantage stigmatisé tout ce que nous devons faire, on a consacré nos efforts à travers ce code sur l'activité de contrôle qui est suffisamment dense et on est même un peu on est surbooké parce que ce n'est pas de tout repos. Le contrôle n'est pas biaisé si on ne participe pas déjà à l'attribution. Je présume que celui qui attribue le marché, il a parlé des DAO tout à l'heure. Si le ministère des marchés publics ne participe pas à l'attribution des marchés et qu'il vient simplement contrôler. Je sais, pour avoir, il y a quelques jours, fait une émission sur la dette au Cameroun, qu'il y a de nombreux projets qui bénéficient de la dette, mais malheureusement, au moment où l'argent arrive, ces projets ne peuvent pas être réalisés parce qu'ils n'ont pas été bien montés. Si un marché est attribué à une entreprise, l'honorable n'a pas d'entreprise, je peux prendre notre nom, Asiga, établissement Asiga, et c'est le ministère des marchés publics, le ministère des Travaux publics qui lui attribue le marché. Quand vous venez contrôler et que le marché qui lui a été attribué, il y a peut-être des données qui n'ont pas été, ou des indicateurs qui n'ont pas été bien ficelés, est-ce que le contrôle ne subit pas l'impact de ce qui a été mal fait en amont? Merci, c'est une question qui vient à point nommé parce qu'on a reçu dans la feuille de route du ministère des marchés publics du dernier semestre de l'année 2021 un rappel sur le contrôle permanent de la passation des marchés. C'est aussi dans nos cordes. Ça veut dire qu'il faudrait désormais, autant que faire se peut avec les moyens que nous avons, d'être sur le terrain pendant le process de passation, avant d'actionner l'article 47 que nous oppose beaucoup de maîtres d'ouvrage pour venir contrôler l'exécution. Donc, le ministère a deux pans de contrôle. Le contrôle de la passation, a priori, à travers même ces commissions centrales de contrôle qui sont constituées auprès de l'autorité. Il y en a 5 par type de marché. Nous faisons déjà ce contrôle-là, de la régularité de la procédure pour des marchés d'un seuil qui est bien défini.
dont bientôt, dans les prochains jours, sûrement vous allez entendre, vous allez sentir qu'il y a un frémissement après cette feuille de route où le Premier ministre nous rappelait d'intensifier les contrôles de la passation parce que, bien entendu, peut-être c'est fort du constat de ce que quand on vient contrôler l'exécution, le mal est déjà là et il est souvent assez profond. Maintenant, pour le deuxième pan de votre question, à savoir qui décide de l'attribution, c'est le maître d'ouvrage qui est quelqu'un de suffisamment autonome, qui mène sa procédure de passation en toute connaissance de cause. Mais excuse, mais c'est pas l'opportunité, hein, parce que c'est beaucoup plus l'opportunité. C'est même lui qui, au-delà de l'opportunité, dans son plan de passation, c'est lui qui attribue à travers sa commission qu'il a à ses côtés, à travers tout le mécanisme qui est auprès de sa structure. Le ministère des Marchés publics n'intervient nullement dans la phase d'attribution. Alors, dois-je comprendre que si la route Maroua-Salak jusqu'à la ville n'est pas jusque-là refaite, c'est la responsabilité du ministère des Travaux publics? Alors. Je ne vous le fais pas dire. On va passer la parole à M. Baïa. On vous écoute, monsieur. La question était simple. Internet, la question de l'Internet, comment on fait quand on est à Baham et qu'on veut soumissionner, obtenir un marché public? Est-ce qu'il y a une procédure parallèle? Merci Ernest pour la question. Je pense que, je crois que c'est dans le décret 2018 où on a donné la possibilité, n'est-ce pas, de fonctionner avec les deux modes. C'est-à-dire que le mode hors ligne est aussi visuel, on peut l'utiliser, mais pour les avantages que Madame le directeur vient de présenter là tout à l'heure, moi je crois que nous, au niveau de COLEPS, nous essayons de faire en sorte que la consommation en forfait Internet ne soit pas énorme parce qu'on voudrait profiter de la possibilité que les gens ont à utiliser Internet sur leur téléphone portable. Donc, autant la question que vous posez pour Internet se pose, autant elle se pose aussi pour l'électricité parce qu'il y a des régions au Cameroun où c'est un peu difficile d'avoir de l'électricité tout le temps. C'est vrai, ça c'est des réalités, mais nous, au ministère des Marchés publics, nous essayons juste de tout faire pour que les gens puissent accéder à COLEPS, mais en minimisant un peu le coût forfaitaire. C'est-à-dire que si vous prenez peut-être votre téléphone portable, vous êtes connecté avec MTN ou bien Orange, vous mettez un forfait même de 2 gigas, vous pouvez utiliser COLEPS en faisant un partage avec votre ordinateur. Je le dis parce que j'ai quand même aussi souvent vu que même dans les zones reculées, les soumissionnaires, les prestataires, ils utilisent quand même des ordinateurs pour générer leurs offres, les offres techniques, les offres financières. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même la possibilité d'avoir les équipements informatiques, les téléphones portables, ils peuvent le faire. Mais pour l'instant, quand même, il faut préciser que ce que le Premier ministre avait laissé comme boulevard pour les deux modes, c'est jusqu'en 2013. Oui, c'était depuis 2013. Voilà, 2023, ça va jusqu'en 2023. Ça veut dire qu'après 2023, normalement, la procédure en ligne devient obligatoire. Mais nous restons quand même assez attentifs sur le développement de ce que fera le ministère des Postes en relation avec Camtel pour que la couverture à Internet, qui est quand même déjà là, soit encore plus optimale. Merci. On va à présent vous donner la possibilité de poser des questions. Je pense qu'il y a... c'est combien de questions? Il nous reste 10 minutes. On n'a pas vu le temps passer. Je pense que la formule usuelle, c'est qu'on se lève. Il y a un micro-baladeur, je crois. Voilà. Il y a une belle dame. Le Sago n'a que de bonnes choses et de belles choses. Il y a une belle dame qui va vous remettre le micro. Vous présentez, monsieur, cela vous convient, et vous posez votre question. Je pense qu'il serait judicieux de prendre 2 ou 3 questions. Ça dit par... Allez-y, monsieur. Allez-y, on vous écoute. Moi, c'est Isaac Minier. Je suis un spécialiste de la qualité de l'environnement. Et je commence par remercier le MINMAP, comme toutes les administrations qui ont estimé nécessaire de venir parler directement aux Camerounais. C'est beaucoup apprécié. C'est des choses qui nous manquaient dans ces pays et qui élevaient un certain nombre de tensions. Bon, maintenant, ma question est relative à ce qu'on peut appeler aujourd'hui au Cameroun la Covid-Gate. Alors, dans la Covid-Gate, dans le rapport de la Chambre des comptes qui se promène sur les réseaux sociaux, une des choses qu'ils ont relevées, c'est qu'il y a des entreprises qui n'étaient pas agréées dans le système,
qui ont presté dans le cadre de la Covid-Gate. Ma question est donc, comment est-ce qu'on devient prestataire agréé pour l'État du Cameroun? Est-ce que c'est par administration? Est-ce qu'il y a un système centralisé où on peut devenir fournisseur agréé ou prestataire agréé de l'État? Comment ça se passe pour un entrepreneur lambda qui veut devenir prestataire agréé de l'État du Cameroun? Merci beaucoup. On prend une deuxième question, monsieur. Merci de me... Vous pouvez enlever votre masque. Hein. Les micros ici sont vaccinés. Ah, vous voulez voir ma tête? Bon, je vous remercie d'avoir vacciné les micros. Je m'appelle Mathias Niek. Je suis expert en passation des marchés, entre autres. J'apprécie beaucoup le système qui est mis en place et qui va permettre sans doute de remédier à beaucoup de maux qu'on trouve dans les marchés publics. Mais je voudrais dire à Madame le directeur que de nombreux experts sont en attente depuis de très nombreuses années de leurs indemnités, leur paiement, ce qui, bien évidemment, réduit leur résilience et leur résistance aux tentatives, aux tentations. Elle a parlé tout à l'heure elle a utilisé un mot là que j'ai apprécié pour parler des mauvaises pratiques. Ce qui réduit leur résistance aux propositions indécentes qui pourraient arriver. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que le ministère des marchés publics fait ou entend faire pour payer ces indemnités-là qui durent, parfois même en provenance du MINMAP. Pardonnez-moi d'avoir posé une question peut-être très intéressée, mais le fait de payer les experts peut permettre de réduire les mauvaises pratiques aussi dans les marchés publics. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Je pense qu'il y a l'honorable Cabral Libi qui a une question. Madame, vous lui passez le micro. On va s'arrêter à sa dernière question et on donnera la possibilité à nos directeurs et nos responsables du ministère des marchés publics de répondre. Voilà. Merci beaucoup. Puisque vous m'avez déjà présenté, je ne vais plus le faire pour gagner en temps. Deux questions rapidement. La première s'adresse à M. Baïha. Je voudrais savoir quelle est l'articulation qu'il y a avec la coopération coréenne, puisque vous l'avez évoqué. Cet outil, est-ce que nous l'avons acheté? Si oui, à combien? Et comment l'avons-nous acheté sur fonds propres? Ou alors on va payer après? Est-ce que c'est un don? Et si c'est un don, est-ce un don entier, total, ou un don contrôlé? Parce qu'il y a un flux d'informations énorme qui circule dans cette fameuse plateforme. Et si ça doit transiter par Pyongyang, bon, je crois que c'est la capitale plutôt de Corée du Nord, hein, enfin, je crois. Et ça, ce ne serait pas bien que Kim Jong-un sache comment les marchés sont faits ici. Ça doit être, mais il se réconcilie ces derniers temps. Donc, s'il stocke nos informations là-bas, il finira bien par mettre la main dessus. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit le plus grave. Donc, comment est régulé ce stock d'informations? Est-ce qu'ils nous ont donné, ils ont tourné le dos? Ou alors ils nous ont donné et tiennent une corde quelque part? Auquel cas, ce n'est plus un don, mais derrière, il y a autre chose. Ces informations-là sont très importantes. Moi, je suis un peu souverainiste. Les marchés, là, c'est des marchés publics. Donc, c'est des ouvrages qui sont réalisés pour le compte de l'État central, ou c'est des démembrements décentralisés que sont les communes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et figurez-vous que s'il y a quelqu'un qui a accès à ces informations, il a de l'or entre les mains. Il contrôle un certain nombre de choses, il peut faire un certain nombre de choses. Je le dis parce que vous savez qu'il y a des logiciels qui font l'actualité actuellement pour espionner ci ou ça. Il y a aujourd'hui l'utilisation des data, qui est quelque chose de très important. Le Cameroun est encore à la traîne, mais on sait comment Trump, dit-on à l'époque, a gagné les élections grâce à la Russie.
On sait comment la manipulation des données aujourd'hui, ça ne vous regarde pas, mais on construit des data centers au Cameroun tous les jours. On se pose toujours la question de la régulation de ce stock d'informations. Qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on préempte et qu'est-ce qu'on anticipe? Bon, je vous pose la question parce que c'est les marchés publics. Et puis, toute dernière question, là je crois que c'est Mme Moloa qui va répondre. Il y a un fait au Cameroun. Lorsque quelqu'un est subitement riche, du moins qu'il fait montre d'une certaine aisance, et qu'on commence à s'interroger sur l'origine de ces fonds, souvent on dit qu'il fait les marchés publics. C'est un fait dans la société. C'est-à-dire que c'est une justification à l'aisance, à l'opulence. Ce qui donne donc l'impression que les marchés publics enrichissent. Alors, quel est le lien que Koika a avec ce type de dérive? C'est-à-dire, est-ce que Koika va empêcher l'enrichissement facile par les marchés publics? Merci beaucoup. Merci. On nous fait des grands signes de l'autre côté qu'il nous reste juste 5 minutes. Je pense qu'on va répondre rapidement aux questions. Madame va d'abord répondre à la question de M. Isaac, qui est expert qualité environnement. Expert qualité environnement, qui veut savoir comment est-ce qu'on devient prestataire agréé de l'État du Cameroun. Madame. Merci. C'est vrai que c'est un jargon qui est souvent consacré à certains domaines bien précis. Mais dans les marchés publics, il n'y a pas de prestataire agréé en tant que tel. On a ce qu'on appelle la catégorisation dans les marchés publics pour lesquels la RMP, le Premier ministère, il y a des diligences qui sont faites pour catégoriser les entreprises afin que les préqualifications soient autant que faire se peut éviter pour les grands travaux. Alors, mais quand vous êtes un prestataire, un Camerounais lambda, que vous voulez faire dans les marchés publics, vous mettez l'expression simpliste, alors il y a une procédure auprès, je crois, du ministère des PME, auprès du greffe, et un certain nombre de... Moi, je n'ai pas encore monter une entreprise, mais je suppose, quand je vois les pièces qui sont dans les dossiers que nous examinons, qu'il y a des administrations qui sont dédiées pour produire des pièces, in fine, pour que vous soyez un prestataire agréé. Merci. Je ne veux pas agréé, mais un prestataire qui peut faire dans les marchés publics. D'accord. Voilà. Deuxième question de M. Ignec, il est expert en marché public. Il se pose la question de savoir pourquoi les indemnités des experts ne sont pas payées. Et cela peut être une fenêtre pour des tentations de toutes sortes. J'imagine que derrière, il parle de corruption et on est dans les problèmes de gouvernance. Allez-y. Oui, c'est vrai que c'est un problème qui préoccupe au point aussi bien le ministre des Marchés publics que toute la hiérarchie en termes du ministère des Finances et autres hiérarchies. Il faut quand même serrer cette photographie que vous avez. Au niveau du ministère des Marchés publics, je crois que jusqu'en 2018, on a essayé d'éponger, parce qu'on avait été dans un mécanisme triennal où on avait une cagnotte pour éponger tout ce qui était arriéré dans les marchés publics au niveau du ministère, c'est-à-dire l'ancienne commission centrale, la commission du ministère et celle pour laquelle le ministère s'était engagé. Donc ça, il y a des diligences qui sont faites. On les a encore en 2019-2020 pour lesquelles il y a une attention particulière qui est dédiée à ce problème. Maintenant, il y a un problème qui se pose avec acuité, c'est celui des commissions régionales, des commissions communales, ça c'est vrai, pour lesquelles... Déjà, pour créer une commission, il y a des conditions à remplir qui ne sont pas toujours remplies, mais on veut une commission de passation. Je ne veux pas d'un exécutif communal. Il veut une commission. Le moment venu, il ne peut pas faire face à toutes ces dépenses afférentes. Le ministère est en train de prendre toutes les dispositions. Il y a des plateformes de discussion avec l'administration territoriale pour pouvoir voir comment adresser ce problème à l'argentier national, si vous permettez cette expression, cette figure, pour qu'on puisse sortir de là. On est conscient de ce que c'est une fenêtre à la malgouvernance. Je confesse que j'ai la dernière question de l'honorable Cabral-Ibil, je n'ai pas eu le temps de la noter. Je présume que madame a une mémoire plus fraîche que la mienne. Allez-y, madame. Ok, merci. Oui, en réalité, les marchés publics, c'est comme ouvrir sa boutique et puis vendre le pain chargé. Pour vendre une boîte de lait, il y a un prix d'achat, il y a un prix de revient et une marge bénéficiaire. Voilà. Merci. Monsieur Bahia, l'honorable Cabral-Ibi veut savoir
les accords entre la Corée à travers KOICA et le Cameroun, combien ça a coûté à l'État camerounais, si cela a été payé? Est-ce que c'est un don? Comment les informations à l'intérieur sont gérées? Parce que son leitmotiv, c'est des questions de souveraineté. Allez-y. Merci Ernest. Je vais... combien ça a coûté? Je pense que je vais laisser le directeur tout à l'heure vous dire. Parce que moi, je suis un ingénieur, mais je voudrais quand même dire à l'honorable, c'est une très bonne question et je connais il est strict sur les questions de souveraineté, c'est normal, mais je voudrais quand même rassurer que c'est un don. C'est un don. Le Cameroun a eu sa contrepartie, mais c'est un don. Sur le plan technique, pour moi, c'est un don complet. Parce que le transfert technologique, nous avons fait le projet avec les Coréens au même moment. Nous avons sécurisé nos données. Les Coréens n'ont accès à aucune de nos données. Ils ne savent même plus aujourd'hui comment on fait pour accéder à Coleps. Et pour rassurer même encore d'ailleurs l'honorable, je voudrais dire que Coleps, dans sa version actuelle, a beaucoup changé du fait qu'il y a eu du retour, parce que les soumissionnaires ont souhaité qu'on ajoute un certain nombre de fonctionnalités. Ce n'est pas les Coréens qui l'ont fait, c'est nous-mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, il faut être rassuré là-dessus. Nous contrôlons nous-mêmes nos données. Nous sommes conscients du fait que ce sont des données stratégiques. Nous les contrôlons, nous les supervisons. Nous faisons une surveillance chaque jour, chaque moment. Nous sommes constamment en surveillance. Même aujourd'hui, ce n'est que cette conférence qui nous a enlevés devant nos écrans de supervision. Donc, c'est un don complet à ce niveau. Mais je voudrais quand même préciser qu'il faut savoir que le projet e-Procurement a 3 phases. La première phase a vu le produit Coleps qui est utilisé tel qu'il est aujourd'hui, mais il y a d'autres phases qui vont arriver, notamment pour permettre, par exemple, je vais dire rapidement comme ça, pour permettre par exemple aux gens qui utilisent des téléphones portables de pouvoir aussi interagir avec la plateforme en utilisant les technologies de cryptage et de cryptographie. Mais honorable, nous avons sécurisé notre technologie et vous pouvez être rassuré que les données des Camerounais ne peuvent pas traverser l'Atlantique. Merci beaucoup. Je pense qu'on nous accorde 5 minutes supplémentaires. Merci à nos amis de la télévision publique. Madame, il me semble qu'il y a des questions d'argent et les techniciens ne gèrent pas beaucoup. On vous écoute. Oui, on n'est pas allé contacter KOICA de façon isolée en tant que ministère. C'est dans un orchestre qu'on appelle le e-Gov. C'est-à-dire, c'est au niveau du gouvernement qui a déjà eu cet ancrage avec la Corée du Sud. Et il n'y a qu'un seul pan concernant les marchés publics dont on parle aujourd'hui. Donc, les aspects stratégiques de souveraineté, on ne peut pas bien les appréhender parce qu'on réagit là en tant que technicien seulement. Merci. Est-ce qu'on peut se permettre de prendre une question, une dernière, si nos amis de la CRTV le permettent, du moins de la régie les permet. Dans le cas contraire, on peut conclure aisément notre conférence en remerciant déjà Madame le directeur, Madame Yvette Oloa, qui est directeur des marchés, des services et des prestations intellectuelles au ministère des marchés publics pour la brillante intervention. Merci à Monsieur Samuel Bahia également d'avoir été avec nous. On retient que désormais au Cameroun, depuis quelques années, 2018, c'est bien ça? J'ai pas... 2015, il y a donc le Coleps qui a été mis en place pour dématérialiser le process des marchés publics au Cameroun et les avantages sont nombreux. Il y a déjà, le terme revient, la dématérialisation, il y a la sécurisation des données, il y a l'authentification des informations qui sont diffusées par les soumissionnaires, il y a l'équité parce qu'on permet à tout le monde d'avoir accès à l'information, les problèmes qu'on avait par le passé, notamment relatifs à la rétention de l'information, ont été réglés. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès au marché public. Si vous voulez gagner des marchés au ministère de l'économie, il vous suffit d'entrer dans le système et regarder les marchés qui sont disponibles. Et tout là-bas également, vous avez la possibilité également de savoir s'il y a eu une tentative de trucage de ceux qui sont censés définir et déterminer qui gagne un marché ou pas. On va remercier infiniment le ministère des marchés publics d'avoir accepté d'être présent ici au Salon de l'Action gouvernementale qui est rendu à sa 10e édition. On remercie donc le ministre Ibrahim Talba Mala qui a permis que vous soyez là. Et on remercie le public qui est venu nous écouter ici. On remercie infiniment l'honorable
Cabral Libye. J'espère qu'il a pris un verre de jus avant d'arriver ici. Merci à toute l'assistance. Merci à ceux qui nous suivaient en ligne sur Sago Online. Merci également à ceux qui nous suivaient sur CRTV News, mais également sur B-News. On vous souhaite une bonne suite sur le salon de l'action gouvernementale. On espère que d'ici là, M. Assiga mettra en place une chaîne de télévision Sago TV. À plus tard. La première, c'est encourager, n'est-ce pas, les organisateurs du Sago. Le Sago doit être pérennisé. C'est une initiative à renouveler. Parce que les gens n'ont pas toujours le courage d'aller dans les administrations. Cela démontre que le citoyen a à cœur de savoir ce qui se passe dans les affaires de la cité. La fiscalité n'est pas en marge de l'action gouvernementale. Le Cameroun ne peut pas être un pays émergent sans les sciences. Le gouvernement a besoin de l'appui de ces PME. Le Sago était pour nous une opportunité à saisir. Montrer aux populations ce que nous faisons. Non seulement de faire bien, mais de pouvoir le dire. Dire ce que nous faisons de bien. Our world today is full of uncertainty. But then, do we really need to be worried? If the infrastructures that are built today could bring development to our regions, if the opening up of our business to the world could be expanded, if more avenues to bridge the gap between our cultures could be explored, what then if we had no cause to be worried? Our government, through the 2020-2030 National Development Strategy, is even more than in the past, showcasing its resolve to really take us a step further. For each one of us to elude the greatness and unity of our country, Cameroon has to count on its young people with promising ideas, those willing to fulfill their aspirations and ready to serve. Distinguished citizens, institutions, you are highly invited to be part of the 10th edition of the Fair on Government Action from the 25th to the 31st of July 2021 at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. For further information, please contact the event agency Mon Communicateur